Merci, Madame la Présidente. Chères assistantes, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les règles du bon usage de la prescription d'un bilan immunologique. Alors, le dilemme demeure toujours d'actualité face à une pneumopathie infiltrante diffuse, c'est de faire la part entre sa nature idiopathique ou sa nature secondaire, entre autres à une connectivité. Comme vous le savez, les manifestations cliniques et même parfois immunologiques au cours des pneumopathies infiltrantes diffuses sont enchevêtrées en fonction des étiologies, sont parfois intriquées, surtout en l'occurrence en ce qui concerne les connectivites et le concept qui est d'individualisation récente de pneumopathie infiltrante diffuse avec manifestations auto-immunes, les IPAF. Donc, il est souvent difficile de faire la part des choses. Alors, quelle est la place des auto-anticorps pour justement démêler ces intrications? Alors, devant une pneumopathie infiltrante diffuse, soit que vous avez des signes cliniques typiques avec des anticorps spécifiques, et dans ce cas, on est à l'aise, on va porter facilement le diagnostic d'une connectivite, et beaucoup plus rarement d'une vascularite, en l'occurrence les vascularites des vaisseaux de petit calibre en cas. J'en parle maintenant, je reviendrai tout à l'heure légèrement. Soit que nous avons des signes cliniques qui sont incomplets, ou bien la présence d'anticorps, et ce contexte ne permet pas de porter le diagnostic d'une connectivite bien déterminée, et on se retrouve dans la case IPAF. Et enfin, soit qu'on n'a pas du tout de signes cliniques évocateurs, et qu'on n'a pas d'auto-anticorps, et là, on se retrouve dans la case idiopathique après avoir exclu, bien sûr, les autres étiologies des pneumopathies infiltrantes diffuses. Alors, dans le reste de cet exposé, nous allons nous focaliser surtout sur les connectivites et sur les IPAF. Les IPAF, comme je vous l'ai dit, c'est un concept, vous le savez, d'individualisation relativement récente qui se trouve à mi-chemin entre les pneumopathies infiltrantes diffuses idiopathiques et les pneumopathies infiltrantes diffuses qui sont associées aux connectivites. L'individualisation des IPAF nous a relativement facilité la tâche au quotidien par rapport aux patients qu'on n'arrivait pas à classer auparavant, ni dans la case droite, ni dans la case gauche. Alors, pourquoi c'est important de distinguer ces trois entités? Tout d'abord, il y a certainement un impact thérapeutique et par conséquent, il y a un impact pronostique, comme l'illustre cette courbe de survie, où vous voyez la courbe en vert, des patients qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse en rapport avec une connectivite et dont le pronostic est nettement meilleur à ceux qui ont une pneumopathie infiltrante diffuse associée en fait dans la case IPAF ou bien les pneumopathies infiltrantes diffuses qui restent idiopathiques, qui sont de loin le plus mauvais pronostic. Je vais commencer par les connectivites, en me focalisant bien sûr sur le bilan immunologique. Alors, comme vous le savez, toutes les connectivites peuvent à un moment ou à un autre avoir comme manifestation une pneumopathie infiltrante diffuse. Quand la pneumopathie infiltrante diffuse survient au cours de l'évolution du connectivite, le diagnostic est relativement facile. On sait que c'est une manifestation en rapport avec la connectivite sous-jacente et ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est surtout lorsque la pneumopathie infiltrante diffuse est inaugurale et c'est elle qui représente la première manifestation de ces connectivites. Alors, une pneumopathie infiltrante diffuse est relativement fréquente, surtout au cours de la sclérodermie, un peu moins au cours du lupus. Face à une pneumopathie infiltrante diffuse inaugurale, il convient de réaliser une enquête étiologique qui est basée sur une anamnèse minutieuse et un examen physique complet afin d'orienter les examens complémentaires, entre autres la prescription du bilan immunologique. Donc, dans l'idéal, la demande des anticorps sera orientée par le contexte clinique. Alors, quelle connectivite on va évoquer si on est face à une pneumopathie infiltrante diffuse inaugurale? Je vais commencer par la sclérodermie. Alors, quand est-ce que vous pensez à la sclérodermie? Si chez votre patient, vous retrouvez une sclérodactylie qui correspond à une peau des doigts qui est rigide, qui est non plissable, si vous avez cet aspect figé, je reviens à ce visage qui est figé avec un effacement des plis du
fois avec ce nez et ces lèvres qui sont amincies, ou bien si vous avez une limitation de l'ouverture de la bouche, ou si vous avez des plis radiaires périuraux. La sclérose peut être diffuse, pas seulement au niveau du visage, elle peut atteindre le tronc ou même les membres. Le phénomène de Raynaud, qui est très important à rechercher même à l'interrogatoire, qui peut précéder les autres manifestations de la sclérodermie de quelques mois, voire parfois dans certains cas de plusieurs années. Donc c'est très important d'insister à l'interrogatoire à la recherche de ce syndrome de Raynaud qui est caractérisé par la succession des trois phases, la phase syncopale, la phase cyanique et la phase péritermalgique. Et particulièrement au cours de la sclérodermie, en général, on a un syndrome de Raynaud qui est sévère, souvent compliqué de troubles trophiques, à type d'ulcération pulpaire, voire même de nécrose digitale. On cherchera également une calcinose sous-cutanée qui est relativement fréquente au cours de la sclérodermie et qui va se manifester par ces nodules sous-cutanés fermes avec à l'imagerie cet aspect de calcification très évocateur. Comme autre signe évocateur de la sclérodermie, vous avez ces télangiectasies, ces petites taches purpuriques de la taille d'une tête d'épingle et qui correspondent à des vaisseaux éclatés. Alors, si vous avez cette panoplie de manifestations cliniques, quel anticorps vous allez demander? Si on pense à une sclérodermie, on demandera bien sûr les anticorps antinucléaires, qui ne sont pas du tout spécifiques, aucune d'ailleurs des connectivites. Dans le cadre de la sclérodermie, ce sont des anticorps plutôt nucléolaires que mouchetés. On recherchera surtout les anticorps anticentromères, ou bien les anticorps anti-topoisomérase 1, qu'on appelle aussi les anticorps anti-STL70, explicateur de la sclérodermie. Il faut savoir que ces deux anticorps ne coexistent pas en même temps chez un même patient, ils s'excluent mutuellement. On cherchera également les anticorps anti-ARN polymérase type 3, qui sont très évocateurs. Et moins fréquemment, on retrouvera des anticorps anti-fibrilarine, les U3-AMP ou les anti-PM-SCR. Maintenant, si vous pensez à un Jocret, vous l'évoquerez si votre patient rapporte une xérostomie, qui est une sécheresse buccale, ou bien une xérophthanie, qui est une sécheresse oculaire, une sécheresse cutanée, qui peut même atteindre les voies respiratoires, ou bien on peut avoir une sécheresse vaginale. Une hypertrophie parotidienne qui est très évocatrice dans ce contexte, et les arthralgies ou les arthrites de type inflammatoire qui sont fréquents au cours du Jocret. Alors, on retrouvera des anticorps antinucléaires qui sont volontiers plutôt mouchetés, et on cherchera particulièrement la spécificité anti-SSA, surtout les 0,52 ou bien anti-SSP. Sinon, face à une plompathie infiltrante diffuse, inaugurale, il peut s'agir d'une polyarthrite rhumatoïde. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure lors de la discussion. Fait important, c'est que la plompathie infiltrante diffuse est fréquente au cours de l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde, mais elle est rarement inaugurale de la maladie. Si on est face à un patient chez qui on suspecte une polyarthrite rhumatoïde, on cherchera surtout l'atteinte articulaire qui est souvent au premier plan. C'est elle qui révèle la maladie le plus souvent, un type d'arthralgie ou bien d'arthrite, qui sont caractérisées par leur nature fixe, bilatérale, symétrique, et qui sont surtout destructrices avec des destructions sur les radiographies articulaires qui vont aboutir, bien sûr, aux déformations classiques et anecdotiques, comme vous les connaissez. Et les patients rapportent spontanément, en général, une raideur maxillaire avec un dérouillage qui excède le plus souvent une heure. Dans les formes évolutives, on peut observer une vascularite rhumatoïde. Alors, désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, devant ce tableau évocateur de polyarthrite rhumatoïde, on cherchera surtout les anticorps anti-CCP, antipeptides citrulinés, qui sont de loin les plus évocateurs et les plus spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde et qui sont aussi très fréquents. Les anticaratines qui sont un peu moins fréquents et le facteur rhumatoïde qui est certes très évocateur, qui est presque constant, mais qui n'est pas du tout spécifique au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Je reviens aux anticorps anti-CCP, on en a parlé aussi tout à l'heure lors de la discussion. Alors, il a été démontré, entre autres, à travers cette méta-analyse qui a inclus 19 études et qui a analysé les patients qui avaient des anticorps anti-CCP positifs. Et il a été clairement démontré, comme vous le voyez ici, que la présence des anticorps anti-CCP était significativement corrélée à la pneumopathie infiltrante diffuse avec un odds ratio qui est de l'ordre de 2,1.
Je ne peux pas ne pas parler du lupus érythémateux systémique. Alors, même si la pneumopathie infiltrante diffuse est rare, on peut l'évoquer. On l'évoquera surtout s'il s'agit d'une femme jeune, entre 20 et 40 ans, qui rapporte une photosensibilité, ou bien qui présente un érythème facial en vespertilo, le classique érythème en aile de papillon, comme vous le voyez sur ces photos. Ou bien si elle a des lésions de lupus chronique à type de lupus discoïde, avec l'érythème périphérique et le centre squameux et qui va évoluer vers l'atrophie, et ces lésions siègent préférentiellement au niveau des zones découvertes et exposées au soleil. D'autres manifestations sont très évocatrices aussi du lupus, telles que les ulcérations buccales, les ulcérations nasales, les arthralgies ou bien les arthrites qui, dans ce cas, ne sont pas du tout destructrices, les sérites à type d'épanchement pleural ou d'épanchement péricardique, des signes évoquant une néphropathie glomérulaire tels que des œdèmes des membres inférieurs qui semblant ou gardant le godet et surtout une protéinurie qui est supérieure à 0,5 g par 24 heures, des manifestations neurologiques, surtout à type de crise convulsive ou bien de psychose, et si vous retrouvez au bilan biologique des signes en faveur d'une anémie hémolytique auto-immune, une lymphopénie et ou une thrombopénie. Alors dans ce cas, on recherchera les anticorps antinucléaires qui sont presque quasi constants, même s'ils ne sont pas du tout spécifiques, les anti-DNA natifs qui sont fréquents, et contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas non plus spécifiques du lupus. On déterminera la spécificité antigénique, on cherchera les antigènes nucléaires solubles, et surtout, l'anticorps antinucléosome, qui est non seulement le plus spécifique, mais qui est aussi le plus précoce à apparaître au cours du lupus. L'anticorps anti-SL, qui vient en deuxième position en termes de spécificité et qui est particulièrement plus fréquent chez nos patients tunisiens par rapport à d'autres populations. On cherchera aussi les anticorps anti-ribosomes, les anti-SSA, les anti-SSP, les anti-histone, les antiphospholipides qui sont aussi évocateurs selon le contexte. J'ai peut-être laissé les myopathies inflammatoires un peu à la fin intentionnellement parce que ça regroupe un cadre qui est hétérogène aussi bien sur le plan clinique que sur le plan immunologique et qui est un peu compliqué à présenter. Au cours des 20 dernières années, les dénominations, les classifications et même certains nouveaux anticorps ont été décrits, donc ça change beaucoup. Je vous présente ici une classification schématique des myopathies inflammatoires qui se base entre autres surtout sur les anticorps présents. Alors vous avez le premier groupe qui est constitué par les dermatomyosites et le profil clinique varie en fonction de l'anticorps qui est prédominant. Par exemple, si vous avez une dermatomyosite associée à l'anticorps MTA5, vous avez plus de risque d'avoir une pneumopathie infiltrante diffuse. Au contraire, si vous avez l'anticorps anti-type 1 gamma, alors ne me comptabilisez pas le temps de... Désolée. Donc, je reviens. Si vous avez, par exemple, l'anticorps anti-type 1 gamma, il est beaucoup plus associé aux formes qui sont associées aux néoplasies et exceptionnellement, on observe des résultats. Les autres groupes des myopathies inflammatoires sont représentés par les myopathies nécrosantes auto-immunes, par les myopathies à inclusion avec leur marqueur d'anticorps CN1A, et par des syndromes de chevauchement qui incluent plusieurs types d'anticorps qu'on verra au fur et à mesure. Alors, pour présenter les fréquences des pneumopathies infiltrantes diffuses au cours de ces différentes entités, j'ai choisi de vous présenter les résultats de ce registre européen qui, en incluant à peu près 2500 patients, vous le voyez ici, la fréquence des pneumopathies infiltrantes diffuses est de l'ordre de 30% globalement. Elle est de l'ordre de 70% presque au cours des syndromes des antisalpétases, de 21% au cours des dermatomyosites, de 32% au cours des syndromes de chevauchement. Alors, quand est-ce que vous pensez à une myopathie inflammatoire? Si vous avez par exemple le classique signe d'érythrodème périorbitaire, si vous avez l'érythème du décolleté ou l'érythème des extrémités, pensez bien sûr à la dermatomyosite. Ce sont des signes typiques et très évocateurs d'une dermatomyosite. Pensez à la dermatomyosite aussi si vous avez le classique signe de la manucure, cet érythème périinguéal. Si vous avez un érythème en bande ou des papules de Gautran,
si vous avez cet aspect de doigt boudiné qui se voit aussi bien au cours des dermatomyosites qu'au cours des syndromes de chevauchement. Le syndrome de Raynaud est très fréquent aussi au cours des myopathies inflammatoires et j'insiste surtout sur cet aspect d'hyperkératose fissuraire qu'on appelle aussi main de mécanicien et qui est très caractéristique des syndromes des antisynthétases. Au plan musculaire, bien sûr, les myopathies inflammatoires vont se traduire par des myalgies qui peuvent être spontanées ou induites par la palpation, qui sont volontiers de siège plutôt proximal. On peut même avoir un déficit musculaire prédominant aux ceintures, les ceintures scapulaires avec le signe du peigne et les ceintures pelviennes avec le fameux signe du tabouret. Et ce déficit musculaire doit être objectivé au côté par un testing musculaire. Alors, quels anticorps, dans ce cas, on va rechercher? Il y a certains anticorps qui sont spécifiques des myopathies inflammatoires, en l'occurrence des anticorps anti-synthétases, qui se voient surtout au cours de la dermatomyosite et du syndrome des antisynthétases. Il y a les anticorps anti-MI2 qui, en général, ne s'associent pas aux myopathies infiltrantes diffuses. Il y a les anticorps anti-MDA5 qui, eux, par contre, sont plutôt associés aux myopathies infiltrantes et les anticorps anti-SRP qu'on voit au cours des myopathies nécrosantes auto-immunes. Et les anticorps non spécifiques sont aussi utiles. Ils orientent surtout vers les syndromes de chevauchement et comme vous le voyez, ils sont tous associés à un risque de myopathies infiltrantes diffuses, en l'occurrence les anti-SSA, les anti-PM-SCL, les anti-CAMU et les anti-U1-RNP. Alors, pour résumer, les anticorps qu'on peut voir au cours des myopathies inflammatoires, il y a surtout les anticorps anti-synthétase. Il y en a, dans ce tableau, il y en a 7. Les anti-JO1, PL7, PL12, OJ, EJ, KS, YRS et ZO. Et les plus couramment recherchés sont les 5 premiers et surtout l'anticorps anti-JO1 qui est le plus fréquent, mais aussi le plus couramment recherché. Et puis, vous avez les anticorps anti-MDA5, qui sont associés à une myopathies infiltrante diffuse, mais qui sont aussi associés à des formes de dermatomyosite de mauvais pronostic. C'est des formes sévères et généralement rares. Et vous avez l'anticorps anti-SRP, qui est aussi un anticorps cytoplasmique et qui est associé aux myopathies nécrosantes auto-immunes avec une fréquence plus importante des myopathies infiltrantes diffuses. Alors, juste, j'insiste sur le fait que la plupart de ces anticorps sont plutôt des anticorps retrouvés par le screening des anticorps antinucléaires seulement. Alors, certes, les vascularites ne font pas du tout partie du cadre des connectivites. Juste, j'insère cette plaque pour vous dire que les myopathies infiltrantes diffuses peuvent se voir au cours des vascularites des petits vaisseaux à Anka, surtout au cours de la polyangélite microscopique. Et j'en parle juste parce que vous allez le voir tout à l'heure, dans certaines recommandations, maintenant, les ANCA, les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles, figurent parmi la liste des anticorps à demander en première intention face à une myopathiie infiltrante diffuse inaugurale. Alors, nous sortons du cadre relativement aisé des connectivites pour parler plutôt de la situation intermédiaire qui est représentée par les IPAF. Là, en général, on a des signes cliniques évocateurs, mais qui ne sont pas suffisants pour porter le diagnostic d'une connectivite, ou bien la présence de certains anticorps spécifiques. Alors, les IPAF, qui sont d'individualisation récente, obéissent à certains critères de classification qu'on va essayer de décortiquer, rassurez-vous, pas à travers ce tableau qui est totalement illisible. Alors, on va commencer par les critères généraux. L'IPAF est défini par la présence d'une myopathiie infiltrante diffuse confirmée soit à la tomodensitométrie, soit à l'examen anatomopathologique, en excluant les autres étiologies de myopathies et en ne retrouvant pas suffisamment de critères en faveur du connectivite. Il faut qu'il y ait un signe parmi au moins 2 des 3 domaines suivants, le domaine clinique, le domaine sérologique ou le domaine morphologique. Alors, au plan clinique, c'est soit des hyperkératoses fissuraires, qu'on a vu tout à l'heure, les mains de mécanicien, soit des ulcérations digitales, soit des arthrites, soit des télangiectasies, soit un syndrome de Raynaud, soit des doigts boudinés, soit un rash en fait au niveau ou bien des papules de Gautran.
Au plan immunologique, soit des anticorps antinucléaires à un taux significatif, un facteur rhumatoïde également à un taux significatif, ou bien des anti-CCP, ou bien des anti-DNA, ou bien des anti-SSA ou anti-SSP, ou des anti-ribosomes, des anti-SM, ou des anti-SL70, ou des anti-synthétases, ou bien des anti-IPM-SCL, ou des anti-MDA5. Et au plan morphologique, des signes évocateurs à l'atomodensitométrie ou bien à l'anatomopathologie, surtout une PINS, ou l'existence, la coexistence d'épanchements pleuraux ou d'épanchements péricardiques. Alors certes, l'individualisation des IPAF nous a permis de mieux classer nos patients, surtout ceux qui posaient de véritables problèmes de diagnostic étiologique et chez qui on ne pouvait pas porter facilement le diagnostic de connectivite parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'arguments. Mais à mon avis, ce concept constitue aussi peut-être un cadre d'attente pour les patients qui n'ont pas encore développé les autres éléments qui permettraient de retenir définitivement le diagnostic d'une connectivite. Alors, cette étude l'illustre parfaitement. Elle a recensé 139 patients au départ qui avaient une pneumopathie infiltrante diffuse, chez qui le diagnostic de connectivite a été porté au départ chez 10 patients. Après avoir évalué les patients restants et après avoir vu ces patients par, entre parenthèses, des spécialistes en connectivite, ce diagnostic a été retenu chez encore 11 patients. Le diagnostic d'IPAF a été retenu en fin de compte chez 32 patients et après une discussion multidisciplinaire, on a quand même repêché 8 patients chez qui le diagnostic de connectivite a été porté parmi les 32 considérés au départ comme IPAF. Alors certes, ça constitue quand même une situation relativement confortable pour les patients qu'on n'arrivait pas à classer, mais il y a certaines limites. Entre autres, on ne sait pas quand et comment réévaluer les patients au cours de leur évolution à la recherche d'une connectivite qui apparaît entre-temps. Certains signes pertinents ne sont pas inclus dans les critères des IPAF, tels que le syndrome sec, les myalgies, les déficits, etc. Et le regroupement dans le temps des manifestations auto-immunes n'est pas non plus précisé. Cela pose un problème, entre autres, avec les syndromes de chevauchement, où on sait que parfois certaines manifestations disparaissent et d'autres réapparaissent entre-temps. Et puis, certains examens et explorations ne sont pas non plus abordés, tels que la capillaroscopie, les biopsies des glandes salivaires, les radiographies standards des articulations ou bien les électromyogrammes qui peuvent être d'un apport considérable. Alors, la dernière situation est celle où on a des anticorps complètement isolés chez un patient diagnostiqué pneumopathie infiltrante diffuse. Cette situation est réellement embêtante, aussi bien pour vous, pneumologues, que pour nous, internistes. Alors, que va-t-on faire de ces anticorps isolés? On va essayer de les interpréter en fonction du contexte, tout en sachant que les anticorps peuvent exister en dehors de toute maladie auto-immune sous-jacente. C'est pour ça qu'il faut vraiment interpréter le bilan immunologique avec prudence. Alors, comme vous le voyez ici, on va interpréter, entre autres, en fonction du taux de dilution. Vous avez des taux de dilution faibles qui sont très fréquemment retrouvés dans la population générale, chez des patients, chez des contrôles sains qui sont totalement indemnes de toute pathologie auto-immune avec des fréquences qui atteignent parfois les 20 à 30%. Donc, des taux faibles ne sont pas du tout significatifs. On va les interpréter aussi en fonction de l'âge. Maintenant, c'est bien connu que chez les patients âgés, la fréquence des anticorps augmente considérablement sans qu'il y ait une pathologie auto-immune associée, particulièrement pour les anticorps antinucléaires et pour les anticorps anti-DNA. On va interpréter le bilan immunologique en fonction de l'âge du patient. Et méfiez-vous, ce n'est pas exclusif du sujet âgé. Les taux faibles ont été rapportés chez des patients jeunes, comme vous le voyez dans cette étude, qui a intéressé des patients dont la moyenne d'âge ne dépasse pas les 15 ans et chez qui des taux faibles ont été quand même retrouvés avec des fréquences assez importantes. Alors, toutes ces difficultés sont illustrées par cette étude qui a comparé les contrôles sains représentés par les cases blanches à des patients chez qui le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique a été retenu. Ils ont comparé la positivité d'au moins un anticorps ou bien la présence des anticorps antinucléaires, ou la présence du facteur rhumatoïde ou des anti-CCP,
ou la présence des autres anticorps antigènes nucléaires solubles qu'on a vu tout à l'heure, toute la panoplie, les anti-SSA, les anti-SSP, les anti-RLP, les anti-SM, etc. Alors, comme vous le voyez sur cette figure, il n'y a vraiment aucune différence significative entre les contrôles sains et les sujets chez qui le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique a été retenu. Donc, la présence seule des anticorps ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation problématique? Alors, si j'ai un message important à vous transmettre, c'est de rester clinicien, de revoir le patient dans sa globalité et de ne pas hésiter à le réévaluer périodiquement pour voir s'il y a d'autres signes qui apparaissent et qui sont évocateurs d'une pathologie ou d'une autre. Alors, justement, quand et quels anticorps on va rechercher? Répondre à quand est assez facile, assez aisé à mon sens. Quand certainement au moment du diagnostic d'une pneumopathie infiltrante diffuse et au cours du suivi seulement, et je dis bien seulement, s'il y a d'autres signes évocateurs qui apparaissent. C'est totalement inutile de recontrôler les anticorps ultérieurement, ils n'ont aucun impact pronostique ou évolutif. Donc on va les rechercher si on a une orientation vers une étiologie sous-jacente. Répondre à la question quel anticorps rechercher est en revanche plus laborieuse. Alors idéalement, si on a des signes d'orientation, on va se retrouver dans la première situation qu'on a vue tout à l'heure, celle des connectivites. Donc on va demander l'anticorps correspondant en fonction des manifestations cliniques dont on dispose. Les choses sont plus compliquées si on reste avec une pneumopathie infiltrante diffuse inaugurale qui est tout à fait isolée, sans aucun autre signe associé. Alors, c'est une situation réellement problématique. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Alors, moi, personnellement, je serais tentée de vous dire on va demander toute la panoplie des auto-anticorps qu'on a vus, a fortiori, s'il s'agit d'un sujet jeune, s'il existe un terrain d'auto-immunité personnelle ou familiale, sans déplaise à nos collègues immunologistes pour la charge de travail. Est-ce que c'est vraiment rentable? On ne sait pas. Il n'y a pas eu vraiment d'études de recherche systématique comme ça, tout venant. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas difficiles? Pour éviter tout débordement, on va se rabattre sur les recommandations. Alors, que disent les recommandations? J'ai choisi de terminer cet exposé par la recommandation française qui vient d'être révisée en mars 2022. Et justement, ces recommandations nous disent que chez un patient chez lequel une fibrose pulmonaire est suspectée, il est recommandé de rechercher des arguments en faveur d'une cause déterminée de pneumopathie infiltrante diffuse, entre autres le connectivite, et qu'il est recommandé de rechercher des signes biologiques de connectivite lorsqu'un diagnostic de fibrose pulmonaire est suspecté. Et concernant les anticorps, comme vous le voyez ici, ce qui est recommandé de faire systématiquement, c'est la recherche des anticorps antinucléaires, des anticorps antipeptides citrullinaires, du facteur rhumatoïde et des anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est vraiment rentable quand on connaît la fréquence des vascularites des vaisseaux de petit calibre et quand on connaît surtout la fréquence des pneumopathies infiltrantes diffuses au cours de ces vascularites? À mon sens, ce n'est pas du tout très rentable de le faire d'une façon systématique. Pour les autres anticorps, c'est précisé que ça sera en fonction de l'orientation clinique. Alors, je termine par vous dire d'une façon plutôt simplifiée que face aux pneumopathie infiltrante diffuse, on commencera par un screening des anticorps antinucléaires, chose qui est facile à faire. Si ces anticorps antinucléaires sont négatifs, on n'ira pas plus loin, ça ne sert à rien de chercher le typage. Et on cherchera le typage de ces anticorps antinucléaires, idéalement en fonction de l'orientation clinique. Et vous avez assisté tout au long de cette matinée sur l'intérêt d'une concertation multidisciplinaire, vu que tous les signes sont souvent intriqués. Je vous remercie.